Bonjour. En tant qu'être humain, nous avons besoin de comprendre notre environnement pour nous adapter au mieux aux situations que celui-ci nous propose. Face à ces situations, nous allons rechercher les causes qui les expliquent. En psychologie sociale, on appelle cela les attributions causales. Dans cette série de vidéos, nous allons voir différentes théories de la psychologie sociale qui décrivent et cherchent à comprendre quels sont les différents types de causes que les gens invoquent pour expliquer leur propre comportement ou celui d'autrui. Nous allons commencer dans cet épisode par parler de la théorie de la psychologie naïve proposée par Heider. Le terme de psychologie naïve désigne la tentative de tout un chacun de comprendre le fonctionnement de l'esprit des autres. Pour Heider, le besoin de comprendre le monde via les attributions causales est motivé par un besoin de contrôle sur son environnement. Autrement dit, c'est pour pouvoir adapter notre comportement de sorte à tourner les situations que nous rencontrons à notre avantage, que nous tentons d'acquérir de la connaissance sur les autres et sur le monde en faisant des inférences, c'est-à-dire en partant d'un constat, d'une situation, en imaginer la cause. Heider avait défini 3 fonctions des attributions causales. Le fait de comprendre, le fait de prédire et le fait d'adapter son comportement. 2 fonctions sont plus récentes dans la littérature scientifique, la protection de soi et la communication sociale. Nous allons illustrer chacune de ces fonctions avec une expérience issue de la littérature scientifique. D'abord, la fonction de comprendre. En 2003, Sudfeld s'est intéressé à savoir comment les déportés survivants de la guerre 39-45 expliquaient leur survie en comparaison avec des populations qui s'étaient réfugiées aux États-Unis et qui n'avaient donc pas connu de plein fouet les horreurs de cette guerre. Ce qu'il a observé, c'est que les personnes ayant vécu de graves traumatismes donnaient beaucoup plus d'explications que les autres. On parle bien ici de quantité d'explications et non pas de savoir si ces explications étaient correctes ou incorrectes. Mais cela permet d'illustrer cette idée de la motivation à faire des attributions causales dans le but de comprendre. Surtout dans une situation aussi horrifique où il peut être difficile de trouver des explications sur le pourquoi des êtres humains feraient une chose aussi horrible. Et sur le pourquoi, moi j'ai survécu quand tant d'autres ont péri. Nous allons désormais illustrer la fonction de prédire par une étude d'Ibarra et de Stéphane en 1999. Dans une étude, on présentait aux participants comment une certaine personne expliquait toute une catégorie d'événements. Autrement dit, on leur disait quelle était la façon de cette personne de faire des attributions. Puis on demandait aux participants d'évaluer, sachant cela, quel serait probablement le comportement de la personne dont on leur parlait. En voyant que leurs participants étaient globalement d'accord entre eux sur quel comportement allait adopter la personne suite à ses attributions, cela soutient l'hypothèse qu'il y a bien des types de comportements qui sont associés à des types d'attributions. Savoir comment les gens expliquent le monde autour d'eux permet donc de prédire leur comportement. Désormais, voyons l'adaptation des comportements. Lipke et ses collaborateurs ont, au cours d'une étude, fait le parallèle entre l'explication que des profs de sport avaient sur l'arrêt de l'activité sportive de certains de leurs élèves et le taux de maintien dans l'activité sportive de ces mêmes élèves. Ce qu'ils ont observé, c'est que les professeurs de sport qui, dans leur explication, prenaient une part de responsabilité dans cet arrêt, autrement dit, ceux chez qui la cause de cet arrêt était répartie entre eux et leurs élèves, par exemple en disant qu'ils n'avaient pas réussi à le motiver suffisamment, ces professeurs de sport avaient un bien meilleur taux de maintien dans l'activité de leurs élèves que ceux qui n'expliquaient cet abandon
que par des causes venant de l'élève, en disant tout simplement qu'il manquait de motivation, ou pourrait-on imaginer dire qu'il est fainéant, etc. Du point de vue du professeur de sport, placer la responsabilité chez l'élève revient à dire qu'on fait une attribution externe, et cette cause est donc une cause externe, et placer la responsabilité chez soi dans son propre comportement revient à dire que l'on fait une attribution interne, la cause est interne. L'hypothèse que tentaient d'éprouver ces chercheurs, et qui est soutenue par leurs résultats, est que les professeurs capables de faire des attributions internes, autrement dit de se remettre en question, vont être plus efficaces dans le fait d'adapter leur comportement et maintenir l'intérêt de leurs élèves pour l'activité sportive qu'ils enseignent. C'est un exemple de comment les attributions causales peuvent entrer en jeu dans l'adaptation des comportements. Mais on aurait aussi pu imaginer des situations dans lesquelles c'est totalement l'environnement qui est en cause. Par exemple, le groupe de personnes avec lequel vous avez l'habitude de passer du temps vous rabaisse constamment et cela joue sur votre morale. Et bien dans cette situation, si vous faisiez des attributions internes, en vous remettant vous en question, sans faire aucune attribution externe, en disant par exemple que les personnes dans votre groupe ont un mauvais comportement envers vous, eh bien vous ne risquez pas d'adapter correctement votre comportement en communiquant avec ce groupe de personnes ou bien même simplement en vous en éloignant. Voyons désormais la fonction de protection du soi. Plusieurs études, dont celle de Troadec en 2002, ont identifié le fait qu'il y avait un lien entre l'estime de soi et le type d'attribution que l'on faisait pour expliquer ses réussites et ses échecs. Troadec a remarqué que plus on avait une estime de soi élevée, plus on avait tendance à expliquer ses réussites par des facteurs internes, ses compétences, les efforts que nous avons mis dans le match ou dans notre entraînement, la concentration que nous avions, etc., et nos échecs par des facteurs externes. Les conditions météo, problèmes de raquette, un arbitre pas très objectif, etc. On voit donc que le type d'attribution faite a un intérêt dans le maintien de l'estime de soi. Et enfin, dernière fonction que nous allons voir, il s'agit de la fonction de communication sociale. Expliquer un événement n'est pas juste une action privée. Nous pouvons en discuter avec les autres. Nous pouvons leur faire savoir comment nous expliquons les situations par lesquelles ils passent. Cela a donc tout un tas de conséquences sur les comportements d'autrui, sur l'image qu'ils ont d'eux et de nous, et sur la qualité de nos relations. Ici, on interrogeait des personnes mariées en leur proposant d'imaginer certaines situations qu'ils pourraient rencontrer dans leur couple. On leur demandait ensuite comment ils expliquaient ces situations, mais également s'ils seraient en mesure de pardonner leur conjoint. Les chercheurs ont remarqué qu'en fonction des types d'explications que les partenaires proposaient, ils étaient plus ou moins en mesure de se pardonner. En fonction donc du type d'attribution que l'on fait, cela va agir sur la qualité de la communication que nous avons avec les personnes avec qui nous entretenons des relations. En vérité, dans leur article, ils ont étudié le lien entre beaucoup plus de facteurs que simplement le type de causalité et le fait de pardonner ou non, mais je ne m'étendrai pas dessus dans cette vidéo. Pour le type d'attribution, ils ont utilisé une échelle qui permet de mesurer à quel point la personne fait porter la responsabilité de l'événement à son ou sa partenaire. Et on remarque effectivement que moins la personne pense que la cause est directement issue de caractères négatifs de leur partenaire, plus ils ont de facilité à la pardonner. Nous vous laissons les références des articles en description si vous voulez aller regarder. Et si vous souhaitez une vidéo où l'on rentre plus en détail dans ces articles, surtout n'hésitez pas à poser un pouce bleu et un commentaire pour nous y encourager. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous finirons de parler de la théorie de la psychologie naïve. Abonnez-vous pour ne pas louper ces futures vidéos. Nous, on vous dit à très vite et bonne chance à tous.